Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Balia. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à aller voir ma vidéo tag Faisons connaissance que je vais insérer par là ou par là, je sais plus. Vous en saurez comme ça plus sur mon parcours, mes origines, ce que je fais et tout le tralala. Mais aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon retour d'expérience suite à mon changement de statut d'étudiante à salarié qualifié parce que je sais que c'est un sujet que nous les étudiants étrangers devons faire face à un moment ou à un autre d'ailleurs, et c'est un sujet justement qui c'est un sujet difficile qui peut être même traumatisant à certains égards, et du coup voilà, je voulais juste partager mon vécu, mon ressenti. Et puis je me suis dit voilà, si ça peut aider ou inspirer ne serait-ce qu'une seule personne, bah j'en serais contente. Donc let's go, on y va. Alors avant de commencer, je voulais apporter quelques petites précisions. Personnellement, je ne suis pas passée par un titre de séjour recherche d'emploi, création d'entreprise, c'est-à-dire le RECE. Je sais que c'est une procédure qu'on nous vend comme étant beaucoup plus avantageuse et tout par rapport aux autres procédures, mais voilà, moi je ne suis pas passée par ça. C'était même pas par choix. Voilà, après mon master, enfin moi j'ai un master 2 en droit et gestion de patrimoine. Aujourd'hui j'exerce en tant que juriste immobilier, mais disons qu'à l'époque, quand j'ai obtenu mon master 2, enfin je dis à l'époque, c'était il y a 2 ans. Disons que voilà, quand j'ai obtenu mon master 2, je voulais tenter le barreau pour devenir avocat. Donc je me suis réinscrite à la fac pour suivre une préparation, donc à l'examen du barreau. Et au cours de cette préparation, bah, j'ai trouvé un boulot, une opportunité qui me paraissait très intéressante. Donc je me suis jetée dessus. Et aussi parce que j'en avais marre d'étudier. J'en avais marre d'étudier. Donc voilà, je me suis jetée dessus. Et du coup, voilà, c'était pour moi l'opportunité de changer de statut. Donc j'ai enclenché les démarches. Donc moi j'ai demandé un passeport talent salarié qualifié. Pour ceux ou celles qui ne le savent pas, le passeport talent salarié, pour demander ce titre de séjour, il faut remplir un certain nombre de conditions, justement, des conditions parfois claires, parfois pas du tout claires, même lugubres. Donc il y a une condition liée déjà au diplôme, c'est-à-dire qu'il faut obtenir un diplôme du niveau du Master 2. Et ensuite, il y a une condition liée à la durée du contrat, c'est-à-dire il faut un contrat de travail à durée indéterminée ou supérieur à 3 mois au moins. Ensuite, il y a une condition liée à la rémunération, justement, et cette rémunération doit être égale ou supérieure à 38 475 euros annuels bruts. Donc en fait, si je me trompe, je mettrai le nombre exact sur l'écran. Donc ce sont des conditions en fait qu'on nous demande de remplir avant de déposer cette demande. Mais pour moi, il y a d'autres conditions qui sont essentielles, voire même indispensables au succès de notre demande. Et c'est la condition majeure, majeure vraiment, c'est l'accompagnement de l'employeur. Et honnêtement, sans ça, je vois pas comment on peut s'en sortir, franchement. Parce que pour demander le passeport talent salarié qualifié, on n'a pas besoin d'autorisation de travail. Je le répète, on n'a pas besoin d'autorisation de travail en principe. En principe, on n'en a pas besoin, c'est-à-dire que la loi ne l'exige pas. Sauf que, d'ailleurs, pour ceux ou celles qui ne savent pas, encore une fois, l'autorisation de travail, c'est ce qu'on demande en temps normal quand on a un salaire et quand on veut changer de statut à partir de 2300 € bruts mensuels. On peut changer de statut, et dans ce cas-là, en fait, le salarié ou même l'entreprise doit demander l'autorisation de travail à la directe, je crois.
Donc voilà, et avant de déposer sa demande de changement de statut. Mais pour un passeport talent salarié qualifié, on n'a pas besoin en principe de demander cette autorisation de travail. Donc moi, quand j'ai été embauchée à l'époque, j'ai voulu enclencher la procédure. Mon employeur était au courant que j'étais salariée, enfin que j'étais étudiante étrangère et qu'il fallait que je change de statut pour un CDI. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs, sans même moi j'étais même pas au courant. Il a demandé, dès que j'ai été embauchée, je devais commencer une semaine plus tard. Donc en fait, il a demandé l'autorisation de travail à partir du moment où j'ai dit oui à l'emploi. Donc il a demandé l'autorisation de travail, sachant que pour lui en fait tous les changements de statut il faut demander. Et je suis d'accord avec lui dans le sens où c'est pas exigé par la loi, mais pour moi, moi je le recommanderais à 100%. C'est-à-dire que même si vous avez un passeport talent et que vous vous dites bon, j'ai pas besoin, il faut le faire. Il faut demander à votre employeur de le faire. Sinon, vous pouvez le faire avec les documents, notamment un mandat, je crois. Avec les documents en fait, que votre employeur vous donnera, vous pouvez faire cette autorisation de travail directement. Je crois qu'en ce moment, maintenant, pour toutes les préfectures, ça se fait en ligne. Donc ça, c'est top. Donc moi, je vous recommanderais de faire cette autorisation parce qu'ils font chier à la préfecture. Ouh, ils font... Bon, Ils font chier, mais bon, ça c'est une autre chose. On en reviendra à ça. Et donc, du coup, mon entreprise a demandé l'autorisation de travail et au bout de 2 mois, parce que j'avais une période d'essai quand même de 3 mois, donc au bout de 2 mois, et voilà, quand j'ai senti que ma position dans l'entreprise s'était affirmée, j'ai initié du coup la procédure. Donc, j'ai demandé, parce que c'est ça aussi, je pensais aussi à tort qu'il fallait une autorisation de travail. Donc en fait, j'ai demandé à mon employeur de faire cette autorisation. Je pouvais la faire, mais j'ai demandé de la faire. Et il est toujours mieux de demander à son employeur de la faire. C'est-à-dire que c'est une boîte, c'est une grosse boîte. Donc en tout cas, quand l'employeur fait cette autorisation, fait cette démarche-là, c'est beaucoup plus crédible. Parce que notre avis, c'est 0 dans ce pays. Hein. Quand t'es étranger, déjà, t'es étudiante étrangère et que tu dis c'est A, il faut que tu prouves que c'est A. Bref. Donc, moi, j'ai demandé à l'employeur de faire cette démarche. Ils ont fait la démarche. Enfin, ils l'avaient déjà fait, en fait. En fait, ils l'avaient déjà fait, mais j'étais pas au courant. Donc, dès que j'ai demandé, ils m'ont envoyé le document parce qu'ils l'avaient déjà fait. Ils avaient reçu la demande 1 mois plus tard. Oui, 1 mois plus tard. Et du coup, moi, j'ai récupéré ce document-là. J'ai commencé à rassembler les documents. Donc, c'est des trucs vraiment bateaux qu'on demande. Hein. On demande... Justement, ça m'a étonnée parce que parce que maintenant, de nos jours, le passeport talent se fait en ligne. Et quand on le fait en ligne, on ne demande pas le contrat de travail. Je crois que tout ce qu'on demande, en fait, on demande le titre de séjour étudiant qu'on a, on demande l'attestation, donc un justificatif de logement, et ensuite on demande les coordonnées, disons qu'on demande les renseignements sur l'entreprise pour voir qu'elle existe et tout, c'est-à-dire le SIRET, la dénomination et tout ça. Hein, d'ailleurs, dès qu'on met le SIRET de l'entreprise, ça c'est automatique, ils ont toutes les infos en fait. Et après, on demande le diplôme, le diplôme. Et ensuite, on demande une photo d'identité. Et ensuite, on demande l'attestation employeur. Normalement, c'est le CERFA. Donc, normalement, c'est le CERFA. Même aujourd'hui, quand vous allez sur le site de mes services, je crois que c'est service public, vous pouvez télécharger ce CERFA-là directement. Quand vous tapez changement de statut, passeport talent, salarié qualifié, on vous donne toute la liste en fait des pièces justificatives, avec notamment le CERFA et ce que l'entreprise doit vous donner. Mais sur le site, on vous demande moins que ça même. Vraiment, on vous demande tout ce que j'ai cité là.
Parce que normalement sur mes services, enfin sur service public, on demande le cabis. Sauf qu'en vrai, dès qu'on met le SIRET sur la plateforme en fait de demande, l'État reconnaît, enfin c'est automatique en fait. Vous savez, le SIRET, c'est l'immatriculation, c'est le numéro d'immatriculation de l'entreprise. Donc difficile de fausser ça quoi. Voilà, donc en fait c'est tout ce qu'on vous demande, on ne demande pas le contrat de travail. J'ai été très étonnée parce qu'on ne le demandait pas. Donc voilà, moi j'ai mis tous les documents qu'ils m'ont demandé. Je crois 2 jours plus tard, j'ai mis le CERFA, parce qu'il faut que je le précise, j'ai mis le CERFA, c'est-à-dire que le formulaire qu'on demande avec qu'on demande à l'entreprise en fait de remplir avec une case petite, une toute petite ligne, mais qui a toute son importance sur le formulaire. C'est-à-dire que c'est une case que l'employeur doit cocher et justement qui signifie qu'il reconnaît qu'il doit payer la taxe employeur. Et cette taxe employeur justement qui nous fait tous chier et qui fait chier le monde, cette taxe employeur correspond à 55% de la rémunération mensuelle brute. Oui. Pour un CDI, c'est 55%. Pour un CDD, je crois que ça dépend de la durée du CDD. Au-delà de 12 mois, je crois que c'est 55% du salaire mensuel brut. Et en dessous de 12 mois, je crois que c'est 250 €. Mais bon, je mettrai le montant quelque part par là. Et en plus, si on est saisonnier, c'est encore moins. Parce que si on est saisonnier, je crois c'est peut-être 50, 55 €, je sais plus. Je mettrai les nombres exacts là si je me trompe. Donc voilà, c'est cette case qui fait chier parce que justement, c'est ça qui fait que souvent les boîtes ne veulent pas embaucher les étrangers parce qu'ils doivent payer cette taxe. Et à juste titre, parce que cette taxe est là pour dissuader les boîtes de nous embaucher. Top! Donc voilà, donc en fait justement d'où l'importance vraiment de se faire accompagner par une boîte justement qui accepte vraiment de payer ça, de payer ces taxes là. Moi ma boîte, heureusement, thanks God, comme on dit, Dieu merci, avait accepté voilà de payer cette taxe. Cette taxe, elle est payée à la délivrance du titre. C'est-à-dire qu'ils vont cocher et voilà. Et après, quand le titre est prêt, on vous appelle pour aller chercher le titre de séjour. Et ensuite, c'est à partir de là qu'ils envoient la facture, en fait, à la boîte. Donc, voilà. Moi, j'ai mis tous les documents. Je mets tous ces documents demandés. Et ensuite, 2 jours plus tard, je reçois une notification de dossier incomplet. Une notification de dossier incomplet, justement, où il y avait trois observations. L'instructeur avait indiqué 3 observations. La première observation était que la signature sur mon titre de séjour et la signature sur mon titre étudiant, la signature, vous savez, sur le titre de séjour, et la signature sur la photo, vous savez, quand vous allez sur Photomaton et que et que vous prenez une photo d'identité de nos jours, c'est une photo, en fait c'est une photo, c'est une e-photo on appelle ça. Donc en fait c'est juste, vous avez la photo et puis un numéro que vous insérez en fait, un numéro en fait que vous donnez à la préfecture. Tout simplement, ou bien en ligne, que vous marquez en ligne, comme ça voilà, votre photo apparaît par magie sur la plateforme. Donc mais quand vous allez prendre votre photo chez Photomaton, on vous demande de signer. Donc voilà, moi j'avais signé. Vous savez à quel point c'est dur de signer avec son doigt sur l'écran du Photomaton, là, l'écran dégueulasse au passage qu'il faut désinfecter parce que voilà, on est au temps de Corona. Voilà, donc après tout ça, voilà, donc l'observation était que cette signature était différente de la signature qui était donc sur ma pièce d'identité. Je dis ok. D'ailleurs, parmi les documents qu'on demande, il y a aussi le passeport, hein, je ne l'ai pas dit, mais on demande aussi le passeport. Donc en fait, on m'a dit que la signature sur mon titre de séjour et ma signature sur la photo Photomaton n'étaient pas identiques. Donc ils ont refusé.
la validité de cette pièce-là, de la photo. Et ensuite, deuxièmement, ils ont contesté l'authenticité de mon diplôme. Un diplôme que j'ai obtenu en France, ils ont contesté l'authenticité de ce diplôme en me demandant d'envoyer un mail à mon responsable de master pour que lui, il réponde en authentifiant mon diplôme. Ça, c'était la deuxième, c'était la deuxième observation. Troisièmement, ils ont dit que le CERFA, c'est-à-dire que le formulaire que l'employeur avait rempli, que c'était pas ça qu'il fallait. C'est-à-dire que la loi, ce que la loi dit qu'il faut, le CERFA, hein, qui est prévu dans la loi et les réglementations en vigueur, bah non, lui il dit que c'est pas ça, l'instructeur dit non, que c'est pas ça, qu'il faut une attestation employeur. Une attestation employeur, c'est-à-dire qui reprend en grosso modo justement les déclarations qui sont dans le CERFA. J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais encore une fois, l'entreprise était derrière moi. Donc, en fait, j'ai pas du tout en fait, contesté cette demande-là. Je suis allée, j'ai demandé à ma boîte, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me faire cette attestation, Jonan. Ils ont fait ça, ils m'ont donné, voilà, je l'ai remis. Mais pour la signature et la contestation de l'authenticité de mon diplôme, ah non, là, j'étais vénère. J'étais vénère. Je crois que j'étais énervée, les gars. J'étais énervée. J'ai dit, mais attends, la signature, en fait, bref. Donc, j'ai répondu. Pour la signature, j'ai expliqué qu'aucune loi, réglementation de ce pays, ou même dans n'importe quel... Non, j'ai dit de ce pays, je me suis limitée dans ce pays. J'ai dit qu'aucune loi, ni réglementation, ni arrêté, ni machin, rien ne m'oblige à maintenir ma signature toute ma vie. J'ai le droit de changer de signature. Surtout que voilà, je rentrais dans la vie active, encore plus maintenant. Parce que voilà, je peux changer de signature pour que ma signature soit beaucoup plus professionnelle. Donc, c'est mon droit de changer. J'ai le droit de changer de signature. Donc, j'ai expliqué ça en disant voilà. J'ai dit voilà, sauf erreur. Sauf erreur. Parce que voilà, je suis juriste. On nous apprend à chercher, à trouver ce qui ne va pas dans l'application des lois. Hein. Donc, j'ai fait ma recherche. Rien ne nous oblige à maintenir une signature toute notre vie. On peut changer de signature. Quand on le souhaite d'ailleurs, de préférence, surtout quand on change de pièce d'identité, parce que comme ça, on n'a pas à faire une formalité derrière et tout ça. Donc, c'est l'occasion parfaite en fait de changer de signature. Donc, je ne comprenais pas pourquoi le mec, enfin dans ma tête, l'instructeur, c'est un mec. Ou une femme, ça peut être une femme, hein. Mais en tout cas, je comprenais pas pourquoi on me sortait ça, quoi. Et je l'ai bien spécifié en disant, je comprends pas, pourquoi j'ai pas le droit de changer de signature. Bref, donc j'ai répondu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on m'a... Voilà, c'est sur l'authenticité. Ah non, mais ça m'a tué. Ça m'a tué parce qu'ils font chier le monde quand tu as un diplôme étranger et que tu viens en France, tu dois authentifier, Ça, je peux le comprendre. Quand on est en Rome, il faut faire comme les Romains. Mais je vais pas venir à Rome, faire comme les Romains et puis tu me rajoutes de faire comme comme les Espagnols, alors qu'on est en Rome, de faire comme les Espagnols, soi-disant parce que je suis pas du pays. C'est du bullshit. Je refuse. Donc j'ai répondu en précisant qu'il ne m'appartient pas d'apporter la preuve de l'authenticité d'un diplôme obtenu en France, délivré par une université française. Un diplôme, oui, comment j'ai dit ça? J'ai dit, il ne m'appartient pas de rapporter la preuve de l'authenticité d'un diplôme obtenu en France, délivré en France par une université française qui relève du ministère de l'Éducation, de l'enseignement et de l'éducation, bref, j'ai dit ça.
J'ai dit que s'ils avaient, voilà, s'ils voulaient, c'était à eux de faire cette démarche-là. Donc s'ils avaient des doutes justement sur l'authenticité de mon passeport, il fallait qu'ils aillent, je dis mon passeport, sur l'authenticité de mon diplôme, il fallait qu'ils se déplacent et qu'ils aillent à la fac, qu'ils demandent à ma fac, parce que c'est la fac qui a délivré ce diplôme. C'est à eux de rapporter la preuve. Ne vous faites pas avoir. C'est à eux de rapporter la preuve que ce que tu apportes est en tout cas, ce que tu as, un document français. Hein. Je ne parle pas d'un document étranger. C'est-à-dire que tu as apporté, que tu ramènes d'ailleurs. Mais un document français, ne vous faites pas avoir. Un document délivré en France par une institution française et tout, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Et cette preuve-là, c'est à eux de l'apporter. C'est à eux, s'ils contestent, c'est à eux de rapporter la preuve que le document que tu as amené est un faux. Donc, ne vous faites pas avoir. Moi, je l'ai bien spécifié, justement. Et d'ailleurs, je crois que j'ai ramené un mot du service des diplômes de ma fac pour dire... Eux-mêmes, ils étaient choqués. Quand je les ai appelés, eux-mêmes, ils étaient choqués. Ils ont dit, mais... Ils ont dit, mais... C'est quoi ça? C'est du jamais vu. Ils ont dit, c'est du jamais vu. On fait les authentifications quand le diplôme français sort du pays pour aller dans un autre pays. Mais pas quand... Enfin, eux-mêmes, ils étaient choqués. Et du coup, voilà, j'ai mis ça. Et ensuite, d'ailleurs, pour la signature est une preuve de l'identité d'une personne. Ça sert à authentifier, voilà, à vraiment à confirmer l'identité d'une personne. Donc moi, pareil pour ma signature, j'ai dit que s'ils avaient un doute sur mon identité, ils n'avaient qu'à me convoquer en préfecture. Je serais heureuse de les rencontrer physiquement et même de leur donner mes empreintes si besoin. Donc, ne vous faites pas avoir en fait. Ne vous faites pas avoir. Donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai envoyé ma demande. Au fond de moi, je bouillais. Mais j'avais peur parce que ce pays-là donne des palpitations. Et du coup, au final, bah, ils ont accepté ma demande. Je crois que j'ai déposé, je ne me rappelle plus quand, mais ça n'a pas duré très longtemps. Au bout de 3-4 jours, j'ai reçu, même pas, je crois que c'était le lendemain. Le lendemain, j'ai reçu le mot disant que ma demande avait été acceptée et qu'ils allaient me convoquer pour récupérer mon titre. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, il y a ce que la loi dit et il y a ce qui se passe en pratique. Donc, faites vos recherches. Faites vraiment vos recherches. Et surtout, ne vous faites pas avoir, en fait. Si vous demandez un document... je sais pas, si vous demande certaines choses et tout, et qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est demandé partout, ce n'est pas demandé partout, faites vos recherches. Et aujourd'hui, il y a toutes les ressources sur Internet. De nos jours, on peut même appeler le ministère de l'Intérieur pour en savoir plus sur une démarche. Quand vous allez sur mes services publics, sur servicepublic.gouv, il y a un numéro en fait. Vous pouvez même vous faire appeler pour concernant une formalité. Je crois que c'est Allo, voilà, c'est Allo Service Public. Ils peuvent même vous appeler en fait. Vous pouvez demander à vous faire appeler pour en savoir plus sur telle ou telle formalité. Au-delà de ça, faites vos propres recherches. Moi, j'ai trouvé un site vraiment super qui s'appelle Welcome to France. Je crois qu'ils ont fait ça pour les anglophones, je sais pas, mais c'est en français. C'est une bonne ressource. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a aussi les groupes Facebook. Même si moi, je suis pas fan spécialement des groupes Facebook façon retour d'expérience, parce que très souvent, ce sont les gens qui ont eu de sales expériences qui mettent leur retour d'expérience. Et après, toi, tu lis ça, tu paniques. Parce que moi, vraiment, au début, je paniquais vraiment. J'avais peur parce que tout le monde disait que, justement, quand tu passes quand tu fais ton changement de statut d'étudiante à salarié directement, la procédure est plus compliquée parce qu'on t'oppose la situation de l'emploi. C'est-à-dire, la situation de l'emploi, c'est quand... en fait, les titres de séjour, le principe c'est quoi? C'est qu'on n'a pas, en fait, il n'y a pas un droit à un titre de séjour. Le titre de séjour n'est pas de droit. C'est à la discrétion en fait de l'État. Ils peuvent nous donner le titre ou pas. C'est à leur discrétion. Il n'y a pas de droit en fait. C'est-à-dire que tu peux remplir les conditions
malgré tout, t'as que dalle. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu sais que tu remplis les conditions, il faut qu'ils justifient en fait pourquoi. Donc en fait, quand tu passes du statut étudiant à salarié directement, on t'oppose la situation de l'emploi, c'est-à-dire en fonction du chômage par exemple, ils vont dire bah sorry, nous on n'a pas besoin de main-d'œuvre étrangère, le chômage est assez élevé en France, donc on n'en a pas besoin, donc ils peuvent le faire. Par contre, si tu passes par le titre de séjour recherche emploi, non, recherche emploi, oui, recherche emploi, création d'entreprise, là ils peuvent pas t'opposer la situation de l'emploi. C'est-à-dire que tu peux, dès que tu trouves un boulot en fait, le titre il est de droit carrément, ils vont te le donner si tu remplis les conditions. Donc moi j'avais très peur, mais en fait j'avais appris aussi que justement il y avait cette pratique là, c'est-à-dire que si tu obtiens ton titre moins d'un an, si tu as obtenu ton titre moins d'un an avant ton changement de statut, dans ce cas en fait on t'applique la procédure du récé, même si techniquement tu es étudiant et que tu passes, donc on t'applique à peu près, voilà. Il y a cette doctrine-là, voilà, c'est-à-dire une pratique dont j'ai entendu parler. Mais faites vos recherches, les gars, franchement, et puis ne vous faites pas avoir, quoi. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez raison et que la personne derrière a tort, battez-vous. Vraiment, battez-vous, parce que si vous lâchez l'affaire dès que vous avez un petit obstacle et tout ça, là, disons que ça s'arrête là. Ça s'arrête là et c'est vous qui perdez. Et c'est dommage parce que vous avez bossé très dur, vous êtes venu ici en tant qu'étudiant étranger, vous avez bossé très dur, ça n'a pas été facile et vous voyez enfin le bout du tunnel et puis il y a une personne derrière en fait, au lieu de faire son boulot, bah il nous... En fait, il nous lance tous ces préjugés et a priori en face. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous battre pour ce que vous voulez. Et d'ailleurs, moi, je voulais vraiment ce passeport talent parce que justement, en ayant ce passeport talent, votre titre est de 4... c'est un titre pluriannuel en fait qu'on vous donne, c'est-à-dire un titre qui va jusqu'à 4 ans. Souvent, on dit qu'il va jusqu'à 4 ans, mais généralement, on donne tout le temps 4 ans. Parce que je ne me voyais pas payer 225 € parce que tu payes une taxe de 225 €. Une taxe, enfin, c'est des frais, enfin, les timbres, tu payes des timbres d'une valeur de 225 €, je crois, pour retirer le titre. Et si tu dois aller chaque année, normalement, un titre de changement, un titre salarié normal en fait, tu payes ça et chaque année tu dois y aller pour renouveler en fait. Et je me voyais pas faire, en fait honnêtement je me sentais pas capable de faire ça, d'aller chaque année et tout, parce que j'ai fait ça quand j'étais étudiante et c'est tellement stressant et en plus là tu payes 225 € chaque année, c'était horrible. Donc honnêtement j'ai fait en sorte d'avoir un boulot, d'avoir en fait un salaire et un boulot qui paye ce montant là. C'est pourquoi je vous encourage aussi à négocier vos salaires. Je sais que ça fait peur quand on est étranger et que on a fini ses études et qu'on rentre sur le marché du travail, on veut trouver un boulot pour changer de statut. Donc souvent on se contente de très peu, mais justement on n'est pas obligé de se contenter de très peu. Il faut croire, en fait il faut rester positif et croire en son étoile tout simplement et croire que y a toujours le meilleur pour nous en fait. Donc moi je vous encourage à négocier votre salaire. D'ailleurs que tu sois étudiant étranger ou pas, il faut toujours négocier son salaire. Peu importe que tu aies changé de statut, il faut toujours négocier son salaire. Et je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur comment j'ai réussi moi à négocier mon tout premier salaire, du coup à négocier les 38 000.
Parce que souvent, voilà, les juristes juniors, on nous proposait 28 000, 30 000, 31 000. Donc, je vous expliquerai comment j'ai fait moi dans une autre vidéo. Parce que ça fait 30 minutes que je parle. Ouh là 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 là. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Et puis, il est bientôt l'heure de la rupture. Donc, il faut vraiment que j'y aille parce que je suis crevée. Donc, voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des interrogations, tout ce que vous voulez, mettez-moi tout ça en barre de commentaires et je répondrai à toutes vos questions, à tous vos commentaires. Avec plaisir d'ailleurs, parce que je sais que c'est pas facile. Si vous passez par cette phase là, sachez que je suis passée par là. Je vous répondrai, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires en barre de commentaires. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je souhaite à tous et à toutes bonne chance et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner. Bye.